bienvenue pour ce lundi de la mer du mois d'avril. Nous accueillons ce soir Aliette Jesdorfer, qui est ethnologue, directrice de recherche honoraire du CNRS, et puis responsable du CETMA, qui est le centre d'ethnotechnologie au milieu aquatique, au Muséum national d'histoire naturelle. Donc elle va nous exposer l'histoire de la grande pêche à Terre-Neuve au XIXe siècle et au début du XXe, mais une histoire sociale, donc en s'appuyant sur les conditions de vie et de travail des marins. Merci. Donc, tu veux que je lise, tu veux que je me présente? Je vais lui laisser quelques minutes pour se présenter, un petit peu son parcours, comme on a fait déjà pour les dernières conférences, et puis elle pourra ensuite entamer sa conférence. C'est les mêmes gens en général? Oui. Ah, d'accord. Bonjour. Donc, Anaïk a... Pardon, il ne marche pas? T'entends pas là? T'entends là? Non. Bah, il faut quasiment que je le mange, quoi. Donc, Anaïk... Ah ouais, en effet, ouais, c'est vrai. Anaïk a présenté donc l'essentiel. Donc, je suis honoraire, effectivement, à la retraite depuis 6 ans. Et j'ai une formation d'ethnologue à Paris, à la fac. Et je me suis toujours intéressée et spécialisée dans l'étude avec des sociétés de marins-pêcheurs. Principalement, même presque essentiellement en Atlantique Nord. J'ai fait une thèse il y a déjà belle lurette et j'ai travaillé aux îles de la Madeleine, dans le golfe Saint-Laurent, qui est un archipel qui, pour ceux qui sont de ma génération, vous devez vous en souvenir, car il y a eu tout un scandale sur la chasse des jeunes phoques. C'était dans cet archipel. Donc j'ai fait ma thèse, après j'ai continué à travailler toujours en Atlantique Nord, dans une autre communauté qui est Saint-Pierre-et-Miquelon, que aussi beaucoup d'entre vous peuvent connaître hein, en tant que breton. Et j'ai travaillé aussi un peu en Sud-Bretagne. Et aussi un petit peu dans les côtes du Nord, qui était le pays de ma famille. Donc, pourquoi les sociétés de marins-pêcheurs? Bien, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Quand on écrit sa thèse, on justifie toujours son sujet en expliquant des belles démarches intellectuelles. La mienne, elle était en fait... mon chemin était un petit peu tracé, puisque mon frère était aussi chercheur au CNRS en biologie marine et en océanographie. Donc, on a été déterminés en fait un peu par notre famille, et puis une vie pas mal sur la côte, etc. Et puis aussi parce que la grande pêche était... la grande pêche, je n'ai pas travaillé directement sur la grande pêche. Je suis venue à travailler sur la grande pêche à partir d'un travail actuel. L'ethnologie, on travaille sur la période actuelle, mais bien entendu, on a besoin de l'histoire et des données historiques pour pouvoir expliquer certaines réalités actuelles. Voilà. Donc, je ne serai pas un historique, je ne suis pas historienne, je suis ethnologue, mais en travaillant justement sur les conditions de vie des gens de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui, quand j'ai fait plusieurs missions à Saint-Pierre-et-Miquelon avec d'autres collègues, il n'existait plus que la petite pêche côtière, et encore, puisque c'était avant 1994, encore 3 chalutiers qui ont commencé à être armés. La première pêche chalutière à Saint-Pierre, c'est dans les années 54. Donc le développement d'une pêche chalutière, et sinon il y avait une pêche côtière de Doris. Donc c'est en travaillant et en écrivant un livre sur justement l'histoire de la pêche côtière à Saint-Pierre-et-Miquelon, bien sûr que j'ai travaillé sur la grande pêche à Terre-Neuve, puisque Saint-Pierre-et-Miquelon va être un poste avancé et n'a été recréé en 1815 que pour être un poste avancé pour la pêche, la grande pêche à Terre-Neuve des armateurs métropolitains. J'ai principalement... Je fais des bêtises? Non, juste pour monter un peu le volume. C'est trop fort. Je fais un petit essai. Donc, ce n'est pas vraiment une histoire de la grande pêche, mais c'est plutôt... J'ai été intéressée, vraiment très frappée, en travaillant sur les textes qui décrivaient et qui parlaient des conditions de vie et de travail des marins-pêcheurs à la grande pêche, tant au 19e, fin 19e que début du 20e. J'avais été très frappée par la façon dont sont traités les marins-pêcheurs et dont sont expliquées
les raisons pour lesquelles cette vie de grande pêche à Terre-Neuve était aussi horrible dans ses conditions physiques, morales. Car, contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien, presque l'ensemble des explications les explications vont être données et les gens, et ceux qui sont responsables, il y a deux grands responsables, et on va y revenir, de ces conditions qui sont, pour ceux qui en connaissent un peu, parce qu'il y a eu pas mal de romans et de choses comme ça, et donc les gens en ont une idée, eh bien les responsables sont les marins-pêcheurs eux-mêmes ou les conditions météorologiques. Ça, alors, par contre... Là, ça entend encore ? Ouais. Donc la grande pêche à Terre-Neuve, pour dire deux mots, était très ancienne et a commencé au XVIe siècle en fait. Donc ce sont des Bretons et puis plus tard un petit peu des Basques qui eux étaient d'abord pêcheurs de baleines et qui vont aller à Terre-Neuve. À la suite des découvertes de Terre-Neuve, du Canada, il va y avoir des flottilles peu à peu qui vont se développer. Et pour qu'il y ait des flottilles pour faire la grande pêche, pourquoi la grande pêche de la morue ? Eh bien, peu à peu, la France et les pays européens avaient besoin de poissons. Et pendant une consommation de poissons qui était importante sur le continent, la consommation du poisson était indispensable pour une raison qui était que c'était des pays très catholiques et qu'il y avait de grandes périodes de jeûne et donc une nécessité d'avoir du poisson et un poisson qui pouvait être, disons, populaire. Pendant le XVe et le XVIe siècle, la consommation va être celle du hareng, avec les grandes pêcheries du hareng du Nord. Et puis, avec le développement de la grande pêche à Terre-Neuve, eh bien, on s'est rendu compte que la morue en France va remplacer la grande consommation et le commerce important du hareng, parce que le hareng était salé, etc. Bien entendu, il fallait un poisson qui puisse être conservé. Donc la morue, au point de vue du commerce en France, va remplacer ce grand commerce du hareng, ne va pas l'éliminer, mais va prendre une très grande importance. D'autant plus que pour armer à Terre-Neuve, eh bien, il faut des armateurs, et puisque ça devient un secteur économique, il faut effectivement que ça soit rentable. Les gens vont armer à Terre-Neuve. Pourquoi ? Parce que dans les régions telles que les régions d'armement à Terre-Neuve, c'est-à-dire la Normandie, la Bretagne, il y a une main-d'œuvre très très importante qui n'a pas de travail. Et on a beau dire que les marins-pêcheurs étaient très contents de repartir et étaient attirés par cette belle aventure, il n'y avait aucune forcément attirance de la belle aventure. Les gens, vous le savez, c'était comme à l'intérieur des terres. Et d'autant plus que cette main-d'œuvre va être recrutée aussi à l'intérieur des terres. Donc une main-d'œuvre. Donc la pêche à la morue se développe. La grande période de la pêche à la morue à Terre-Neuve, c'est le XIXe siècle, fin du XIXe siècle, où vous avez des centaines de goélettes, différents types de goélettes, on va avoir des petites images après, des centaines de goélettes qui vont partir des différents ports. Principalement, ça va de Boulogne en fait à Bordeaux, mais ça va être peu à peu, à la fin du XIXe, ça va être concentré sur Fécamp, Granville, Saint-Malo et Bordeaux. Qui est-ce qui va écrire, excusez-moi, qui est-ce qui va écrire en fait sur la grande pêche à Terre-Neuve ? Effectivement, les textes que nous avons pour pouvoir comprendre et connaître, d'abord je tiens à parler tout de suite et à rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés voilà, déjà quelques années, qui est François Chappé. François Chappé était professeur d'histoire à l'université de Lorient et a écrit un ouvrage tout à fait remarquable sur ce dont je ne parlerai pas, qui est la pêche en Islande. Et justement, en lisant son livre et en discutant avec lui à ce moment-là, eh bien, nous pouvions comparer un peu, sauf que lui a fait un véritable travail d'historien, ce qui n'est pas mon cas. Il a beaucoup plus, disons, fait de recherche dans les archives, ce qui n'est pas non plus mon cas. Et son livre sur la pêche de la République de la pêche ou la République de Paimpol, puisque lui-même était paimpolais, et que la pêche en Islande se faisait de Paimpol. Je ne parle que de Terre-Neuve. En Bretagne, le port aussi qui armait pour l'Islande, c'était Binic. Les textes qu'on peut utiliser pour comprendre et pour avoir une idée, quand on n'est pas archiviste comme je suis,
toute façon, même dans les archives, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les marins-pêcheurs, hier comme aujourd'hui, eh bien, la tradition écrite n'est pas très grande. C'est avant tout une tradition orale. Et c'est une des raisons pourquoi souvent l'histoire a des difficultés à écrire l'histoire des conditions de travail on va dire, globalement des gens de mer. Car il n'y a pas de description des conditions de travail. À l'heure actuelle, il y en a pour d'autres raisons, mais autrefois, il n'y en avait pas. Les gens ne racontent pas, les gens n'écrivaient pas leurs souvenirs, etc. On sait très bien que c'est plutôt dans la marine nationale d'abord, pas le commerce, mais donc c'est surtout aussi une tradition orale. Et donc, il n'y a pas d'écrit. Même les contrats, les choses comme ça. Il y aura des contrats, bien sûr, pour la grande pêche et les armements, mais bien très souvent, on sait qu'une grande partie, en fait, des pratiques elles-mêmes vont rester orales, n'auront jamais de témoignages écrits. Donc, la description, comment pouvoir connaître justement ce qui se passait. Il y a une chose, c'est qu'il y a eu une assistance à la grande pêche qui s'est développée plutôt au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, et qui a été souvent les bateaux et tout ça ont été armés par c'est d'ailleurs ce qui explique abondamment François Chappé pour l'Islande. Les bateaux étaient armés par des marins de la marine de guerre. Et ces gens-là faisaient des rapports, on fait des rapports écrits. Il y a eu aussi une littérature qui va être la littérature la plus importante, je ne vais pas dire comme celle de Pierre Loti, pêcheur d'Islande ou d'autres, mais toute une littérature à la fin du XIXe et puis au début du XXe siècle, où il y a encore des goélettes, les chalutiers n'ont pas envahi complètement la flottille, et bien cette littérature va être un petit peu légèrement commandée et en tout cas bien orientée par les armateurs. Les armateurs ont besoin effectivement d'une certaine littérature pour raconter et surtout pour raconter la grande pêche, la vie à bord des bateaux, bien entendu, à leur façon. Mais il y a aussi une littérature de ceux qui vont voir et connaître les marins-pêcheurs quand ils débarquent dans les différentes régions, Côte du Nord, Ille-et-Vilaine, la Normandie, et qui vont voir les dégâts, disons, physiques, morales, etc., des conditions de travail. Et ces gens-là, je pense à Léon Berthaud de la vallée de la Rance, qui était un médecin, et qui constate et qui reçoit bien entendu les marins-pêcheurs, et donc qui peut témoigner de l'état dans lequel bien les gens arrivent chez lui, racontent des histoires, etc. Et de la même façon aussi une petite littérature de la part des médecins qui étaient à bord des bateaux d'assistance ou même qui vont être de la même façon, qui sont de l'administration maritime et qui reçoivent des marins. Donc une littérature qui va un petit peu, j'allais dire, du plus romancé à un peu moins romancé, avec des témoignages qui sont de vrais témoignages. On s'aperçoit à travers le vocabulaire qui est utilisé dans ces livres, plus les livres romancés, mais même des gens qui vont prendre en charge la défense des marins-pêcheurs, car il ne faut pas croire qu'ils vont être complètement oubliés, ils sont défendus par différents corps de métier, je vous parlais des médecins, et de façon assez étonnante, ils vont être aussi défendus à la fin du XIXe, où c'est une période où l'inscription maritime, l'administration maritime connaît une évolution, où il y a une volonté de supprimer l'inscription maritime, il y a toute une évolution de l'administration maritime à la fin du XIXe, et comme par hasard, c'est pas un hasard, eh bien, des juristes vont être chargés de faire des études. Eh bien, les études des juristes, ceux sur lesquels on peut se baser, sont tout à fait intéressantes parce que les juristes, en fait, eux, vont dans les archives et ils prennent pour témoignage, eh bien, justement, le peu de texte qu'il y a, les contrats, mais aussi toutes les listes d'avitaillement. Et deux thèses tout à fait essentielles vont expliquer de façon très claire, parce qu'eux, ils ne sont pas de parti pris, on leur dit de faire un travail. Ils sont dirigés par des juristes et par des profs de droit de fac, soit de fac de Paris, soit de fac de province, et ils ont un sujet qu'ils traitent. Ils le traitent à travers, eh bien justement, des comparaisons sur toutes les listes d'avitaillement et dénoncent principalement
justement ce que c'est que l'avitaillement et ce que c'est que l'embarquement au point de vue de la nourriture sur les bateaux, par exemple. Et donc ces thèses vont être très importantes pour donner, alors là, des données, disons, entre guillemets, bien sûr, exactes quant à ces conditions de travail. Sinon, la plupart des textes, il y a beaucoup d'ouvrages sur l'explication de ce que c'est que la pêche à Terre-Neuve. Beaucoup d'ouvrages qui n'ont pas été réédités. Il y a une littérature qui est relativement importante et on s'aperçoit que cette littérature, que ces auteurs, ça va de Demartre à... c'est vraiment, la bibliographie est assez longue. Eh bien, ce sont des gens qui se recopient. Et ils se recopient en variant un petit peu le vocabulaire, mais le vocabulaire est en général un peu, donc, il y a une assez grande diversité, mais on va voir que les traits communs de ce vocabulaire et de ces qualificatifs qui sont donnés aux marins-pêcheurs. Ça va d'une extrême à une l'autre, c'est-à-dire, soit ce sont des abrutis alcooliques. L'autre extrémité, qui est tout à fait commune dans la littérature à propos de gens du travail, mais aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que même des gens qui vont les défendre, quelquefois, vont garder quand même une image. On restera toujours avec une image, enfin, quand on peut conclure avec une image un peu toujours péjorative, bien entendu, et certaines vont être favorables et d'autres resteront complètement péjoratives quant aux marins-pêcheurs. Donc, abruti alcoolique, ça, on verra, ça sera très généralisé, bien sûr. Sinon, c'est une vie de bagnard, comme l'avait écrit un curé, donc c'est bagnard, mais aussi donc, le volet qu'on retrouve toujours, je vous disais tout à l'heure, quand on veut parler de travailleurs, ou de gens aussi, justement, je pense à Léon de Seillac, qui a essayé de défendre les pêcheurs, eh bien, on compare les pêcheurs à la grande pêche aux soldats. Et aux soldats, parce qu'il y a effectivement, il y a eu énormément de guerres, et donc on les compare à des soldats, c'est-à-dire on en fait aussi des héros. C'est beaucoup plus facile d'en faire des héros sur le papier, et on va les héroïfier, disons, on va les transformer en héros pour, je ne vais pas dire pour mieux les exploiter, mais parce qu'effectivement, on va leur donner une image complètement très valorisante, mais cette image, c'est vraiment une image et c'est uniquement sur le papier. Il est très frappant de s'apercevoir que quand on en parle toujours de façon très générale, c'est-à-dire on parle d'équipage, et quelquefois quand il y a des naufrages, eh bien, on ne sait même pas combien il y a d'hommes qui sont passés, qui ont été noyés, parce qu'on parle simplement d'un équipage. On parle d'un équipage, quelquefois on va donner le chiffre, mais quelquefois on ne donnera pas le chiffre, le nombre une goélette avait quand même entre 30 et 50, selon la taille des goélettes, entre 30 et 50 hommes. Et souvent, si vous voulez, c'était la goélette plus l'ensemble de l'équipage qui était noyé. Et par contre, il y a une espèce de généralisation, on en parle comme d'un troupeau, sans beaucoup de détails. Très souvent, c'est vraiment des termes très généraux. Par contre, il va y avoir de nombreux qualificatifs. Je vais prendre juste un exemple de quelqu'un qui n'est pas spécialement défavorable, mais qui se libère dans le vocabulaire. Pour vous donner juste un exemple, le métier de pêcheur de morue est un dur métier. Ça, c'est toujours un dur métier. Ça, ils le reconnaissent. Et l'on ne se doute guère de la somme d'inquiétudes, de soucis, de peines, de souffrances, de dangers, de maladies, d'infirmités et de morts que coûte le plat de morue, mangé quelquefois du bout des dents. Ces misères, ça c'est un texte de 1891, ces misères sont générales, tous les éprouvent. Aussi bien le pêcheur, et tout de suite on va pouvoir faire une remarque, aussi bien le pêcheur banquier que le pêcheur de la côte, c'est-à-dire le côtier, aussi bien le gravier, je vais préciser ce que c'est, que l'armateur. Donc les graviers étaient des jeunes garçons qui étaient embarqués principalement des côtes du Nord et des Vilaines, de la vallée de la Rance, pour aller à Saint-Pierre-et-Miquelon.
ils embarquaient, ils faisaient la traversée et ils s'installaient pendant entre 8 et 10 mois à Saint-Pierre-et-Miquelon pour sécher la morue, saler et sécher la morue sur les graves de Saint-Pierre. On va voir les photos, car Saint-Pierre-et-Miquelon est transformé en une grande sécherie pour la morue. Les bateaux sont à Terre-Neuve et ils vont... Et donc, vous avez ici un résumé de bien des textes, aussi bien le pêcheur banquier, donc on lui reconnaît qu'il a toutes les misères du monde, que le pêcheur de la côte, le côtier, et aussi bien le gravier. Cet enfant qui est considéré le ministre de la Marine va à un moment, mais beaucoup trop tard, parce qu'il n'y en a quasiment plus, puisque la sécherie va finir au début du XXe, eh bien, va essayer de prendre des règlements contre l'embarquement des graviers à 12 ans, et contre cette misère, et contre en plus surtout l'inscription des graviers sur les bateaux, car il faut effectivement, les armateurs vont les inscrire comme des membres d'équipage, car les armateurs vont être, pendant toute la période de la grande pêche, fin du 19e jusqu'au début du 20e, vont recevoir des primes pour l'armement à la grande pêche. Pourquoi ? Car il y a une reconnaissance par le ministère de la Marine que la grande pêche, c'est la meilleure école pour former des marins. Et ici, dans cette phrase, c'est pour ça que je l'ai lu, aussi bien les graviers que l'armateur. Car en effet, dans ces textes, on essaye toujours d'assimiler les misères de la... Dans ces textes, on ne parle jamais des armateurs. Il n'y a aucune description des armateurs, ce n'est pas la peine. Il n'y en a pas, on ne sait pas trop bien qui ils sont, pardon. Il n'y a pas vraiment de souvenirs racontés sur les armateurs. Là, par contre, il y a eu des travaux qui ont été possibles en histoire, bien entendu, sur les armements, parce qu'eux ont des livres de comptes et on peut effectivement écrire l'histoire de l'armement, comme a fait l'Espagnol en partie, pour Saint-Malo. Mais par contre, dans ces romans qui parlent principalement des pêcheurs, eh bien, on va assimiler tout le temps, on essaye d'assimiler l'armateur, en considérant que s'il y a des risques, il y en a aussi pour l'armateur, effectivement. Il y a bien entendu certaines campagnes qui vont être des campagnes qui vont rien du tout, qui ne vont rien rapporter. Mais on va s'apercevoir que l'armateur, lui, va toujours savoir pouvoir s'en tirer du fait des conditions de rémunération. Donc voilà un exemple, simplement. Donc il y a une confusion volontaire. Et puis sinon, il est héroïsé, comme je vous le disais, un autre texte de Léon Berthaud, justement, qui lui, par contre, va défendre les marins-pêcheurs. Les pêcheurs, ils sont énergiques, ils sont modestes. Il y a toujours des aspects moraux. On adore raconter qu'ils sont modestes. Et puis, travailleurs, avec leur joie et leur peine, une indiscutable grandeur. Et la brume du grand bain estompe leur courageuse silhouette. Donc là, on est en pleine littérature. Ça, c'est d'un monsieur Demartre qui, lui, a effectivement écrit un livre pour un armateur du Hamel normand. Face à la dureté et à la pénibilité du métier et de la vie, les pêcheurs sont qualifiés de courageux, on les valorise. Et ils ne sont pas victimes du tout, bien sûr, de leurs conditions de vie. On verra qu'ils sont victimes, en fait. Ce sont des victimes d'eux-mêmes, on va le voir, et de la mer. C'est la mer, bien sûr, qui est responsable. Il y a une chose qui est assez étonnante à travers toute cette littérature, même de gens qui vont les défendre, comme d'un juriste, Tual, qui va écrire un livre une thèse tout à fait remarquable sur les rémunérations. C'est cette reconnaissance, en fait, de cette grande différence entre, justement, les armateurs et les marins-pêcheurs, et où on considère que les marins-pêcheurs, à juste titre, bien entendu, là, c'est une réalité. C'est une réalité qui va être, j'allais dire, confortée par les armements, qui va être confortée aussi par certaines puissances politiques et religieuses, mais qui est identifiée par certains gens pour essayer de défendre les marins-pêcheurs, comme Tual dont je vous parle, 1906, donc c'est déjà le début du 19e, ce qui est très important. Eh bien, on considère les marins-pêcheurs comme sans émotion, c'est une citation, incapables de se plaindre. Ils seraient tellement abrutis et ignorants qu'ils n'auraient pas la volonté de changer leur mode de vie et de travail. Et ça, c'est certaines gens qui donc le reconnaissent. Effectivement, les marins-pêcheurs à Terre-Neuve
eh bien, sont des gens qui sont peu organisés, qui effectivement, une partie d'entre eux sont redevenus illettrés. Et face à l'armement, nous avons une main-d'œuvre qui est effectivement totalement soumise par manque de travail. Vous voyez les régions, la Normandie, les côtes du Nord, la vallée de la Rance, l'île-et-Vilaine, bon, toute la Bretagne aussi, donc vers Binic, Cinca aussi, qui est armé un petit peu. Et il y a une reconnaissance de cette non-éducation et qu'ils sont incapables, dans le fond, de se défendre et puis de ne pas être soumis. On le reconnaît. Bon, ça ne va pas beaucoup plus loin. Certains juristes essayent de dire qu'il faudrait faire quelque chose, mais il faut effectivement que les pouvoirs publics s'en occupent, mais il y aura des mesures qui vont être prises, on en reparlera à la fin. Mais malgré tout, on va s'apercevoir que ce qui va changer les conditions de travail, eh bien, ça sera le changement complètement de la pêche elle-même. Donc on leur reconnaît énormément de qualités au point de vue du courage, mais ils sont fatalistes, ils sont endurants. Quelles sont les conditions de travail qui vont être décrites dans ces ouvrages? Il y a 3 ou 4 ensembles sur lesquels vont s'appuyer ces auteurs. La vie au quotidien, donc la misère de la vie quotidienne. La vie quotidienne à bord des goélettes est effectivement telle qu'elle est décrite, de façon plus ou moins horrible. Il faut reconnaître que certaines descriptions, j'en retrouverai sûrement une, elles sont, c'est parfaitement horrible. Les goélettes, pourquoi? Parce que les conditions de vie, à l'époque, à la fin, enfin au milieu du 19e, les goélettes vont sur les fonds, sur les grands bancs, et vous savez que c'est la pêche en doris, c'est-à-dire que les goélettes partent avec une trentaine de doris, des petits bateaux. Ces petits bateaux vont être mis à la mer, on va regarder les images tout à l'heure, ils vont être mis à la mer, chaque doris, à bord de chaque doris, 2 pêcheurs. Ces pêcheurs quittent la goélette en doris, vont poser des lignes de fond, je pense qu'ici les gens savent ce que c'est que des lignes de fond, et d'abord ils boitent les lignes de fond, ils posent les lignes de fond, le lendemain ils vont aller retourner chercher les lignes de fond, on va le revoir, et ils reviennent vers la goélette, et après il y a plusieurs heures pour travailler le poisson, saler le poisson et le mettre en cale. Donc c'est une vie, effectivement, et la goélette, pourquoi est-ce qu'il y a une dénonciation, pas une dénonciation, une reconnaissance que la vie à bord est terrible, c'est parce qu'une goélette, elle n'est pas faite pour que des gens vivent et travaillent, elle est faite pour emmagasiner, pour partir avec une grande cargaison de sel et pour revenir avec une grande cargaison de morue salée. Donc les espaces de vie sont reconnus terriblement petits, puisque le poste avant, qui va être celui du capitaine, lui, le capitaine, avec 1 ou 2, disons, maîtres, disons, le saleur, ils peuvent avoir, non pas, bien entendu, ils ont chacun une bannette, ce qui est déjà un grand confort par rapport au poste arrière, où vont vivre ensemble une vingtaine ou une trentaine de marins-pêcheurs, et il n'y a pas un nombre de bannettes toujours, il n'y a pas la quantité toujours nécessaire pour l'ensemble. Il y a donc des remplacements, c'est un peu comme les sous-marins, mais pas dans les mêmes conditions. Donc il y a 2 postes, un avant pour le capitaine et une bannette à couchette, pour chacun une table et des bancs et un espace de circulation. Le poste avant, à la proue, souvent trop petit pour que chacun ait une bannette. Donc ils n'ont pas chacun un espace pour se coucher. Parce qu'en fait, il y en a qui vont travailler, après ils vont poser les lignes, donc il y a une espèce de remplacement. Cet espace est multifonctionnel. Dormir, manger, faire sécher les vêtements. La nuit, personne ne sort et sans omettre qu'un navire bouge tout le temps, voire énormément dès que la mer est formée. En plus, rappelons les conditions climatiques sur les bancs de Terre-Neuve. Pour ceux qui sont allés à Saint-Pierre-et-Miquelon, ils connaissent ce que c'est que... Vous savez que le principal ennemi à la grande pêche, ça va être la brume. Mais c'est le froid, bien entendu, et surtout une mer qui est tout le temps agitée. L'installation des bateaux est souvent bien défectueuse au point de vue de l'hygiène. Le poste d'équipage est toujours un trou sombre, aux murailles suintantes, aux planchers boueux, ne communiquant pas avec l'extérieur que par un panneau, chargé d'amener l'air et la lumière, mais d'où s'échappe en réalité une odeur indéfinissable
qui vous arrêterait au seuil même. Ça, c'est Léon de Seillac, qui avait effectivement des témoignages, puisque lui va s'occuper des marins-pêcheurs. Et donc, c'est 1899. Imaginez contre la paroi du navire une série d'alvéoles superposées, comme les cases d'un colombier. C'est un peu plus grand qu'une niche à chien. Un homme de taille modeste peut s'y allonger. La paillasse est personnelle. Les gens chics remplacent la paille par du varech. Ce sont des sybarites, écrit cet auteur. Quand on est bien vanné, on tombe. Vous voyez, on tombe, on ne parle pas d'hommes, hein, on tombe, tout ça est très général. Les marins-pêcheurs, on ne les voit pas, on ne sait pas s'ils s'appellent Jules Julien ou autre chose. C'est toujours très anonyme et toujours très global, ce qui est quand même très particulier. Donc on tombe là-dedans tout habillé avec les bottes et la casaque. Et nous nous rendons compte, continue l'auteur, nous avons vu tout à l'heure l'état des vêtements sur le pont. Il y a une table dans le poste, sous la table. Il y a le reste des gamelles. Nul n'a le droit de racler ce moelleux tapis avant la fin de la campagne. L'épaisseur qui couvre le plancher permettrait à un géologue à accoutumer, en plus il fait de l'humour, accoutumé à supputer le temps d'après l'épaisseur des sédiments qui recouvrent certains ossements fossiles, de dénombrer les jours passés depuis l'armement. Il règne dans ces locaux une odeur forte, ou plutôt des odeurs fortes. La saumure, qui suit généris, et le bulot pourri, qui est plus désagréable. Le bulot pourri, effectivement, c'est-à-dire que pour appâter les lignes, il y a une certaine période où les pêcheurs vont devoir d'abord pêcher le bulot. Le bulot, c'est ce que vous appelez les gros bihorneaux. Bulot, buxin, le nom scientifique, ce sont les biologistes. Hein. Buccinum, l'atome. Donc dans les rapports, par contre, les officiers de marine, je vous le disais tout à l'heure, et les médecins et inspecteurs expliquent pourquoi précisément il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace, je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il faut garder les cales pour le sel quand on arrive, et ensuite, bien sûr, on va saler la morue. Et surtout, le deuxième, il n'y a pas d'espace, eh bien, il n'y a pas non plus d'espace. Ce qui va être dramatique, c'est pour les vivres. Donc, quand on part de Fécamp, ou de Bordeaux ou de Saint-Malo, il y a des vivres qui sont embarqués. Je vous disais que sur les thèses des juristes, on voit la liste des vivres. Et on s'aperçoit qu'au départ, il y a un certain nombre de vivres, très peu fraîches, bien entendu, mais on embarque ce qu'ils appellent des biscuits, on embarque des pommes de terre, on embarque un petit peu de viande, de la viande salée, bien entendu, des choses comme ça. Mais au fur et à mesure, bien entendu, ces vivres vont diminuer. Et les armateurs refusent énergiquement, alors que quand même les grands bancs, on le va voir sur la carte, ne sont pas très éloignés de Saint-Pierre et Miquelon. Eh bien, il y a des goélettes qui vont faire des campagnes sans aucune escale. Et donc, il n'y aura pas de vivres fraîches qui vont être, je veux dire, apportés pendant l'ensemble de la campagne. C'est-à-dire qu'ils vivent avec forcément un peu de réserve de farine pour faire quand même quelquefois des soupes ou avec de la farine légèrement, disent les juristes, c'est un peu de farine, des choses comme ça. Mais la farine, ça ne se conserve pas non plus longtemps. Donc ce sont des biscuits, ce sont principalement donc, des pommes de terre qui peuvent rester. Et puis, eh bien, la consommation, une fois qu'il n'y aura plus de viande et de viande fraîche, la consommation est celle, effectivement, de poissons. Et donc, ils ne vont consommer de la morue ou d'autres poissons, s'ils peuvent, quelquefois, ils vont attraper sur les palangres, d'ailleurs relativement fréquemment, du flétan. Donc, c'est uniquement une consommation de poissons. Il peut y avoir, quand il y a un bateau d'assistance, qui peut lui avoir quelques vivres en apporter. Et donc, l'autre élément très grave de cette limitation des espaces pour les vivres et de l'embarquement des vivres et des escales est le fait que la boisson, effectivement, il y a de l'eau fraîche. Et quand on leur reproche de ne pas se laver, c'est qu'ils se lavent effectivement quand il pleut, beaucoup, parce que là, ils peuvent se laver, car il y a peu d'eau fraîche. Et on ne peut pas vraiment uniquement se laver à l'eau salée. L'autre inconvénient qui va être, vous en doutez, la grande, disons, la pire des, pas la pire des choses, mais ce qui va entraîner énormément de conséquences graves, et pour la santé et pour le moral des équipages, c'est que, eh bien, qu'est-ce qui tient très peu de place à bord d'un bateau? C'est l'alcool. Et donc, comme dénoncent ces juristes, ils dénoncent que les armements préfèrent acheter
de l'alcool, ils achètent de l'alcool à 90 dans différents pays européens, pas spécialement en France. Beaucoup d'alcool était acheté en Allemagne, laquelle alcool à 90 est censé bien entendu être coupé. Cette consommation d'alcool va être une des grandes tares de la grande pêche. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'on comparait les pêcheurs à la grande pêche avec les soldats, eh bien, les explications à l'alcoolisme par ceux qui veulent défendre les marins pêcheurs l'expliquent bien entendu, comme on explique l'alcoolisme ou plutôt la distribution d'alcool aux armées pendant les guerres. Mais cet alcoolisme, qui est vraiment dû uniquement à l'armateur, eh bien, qui est considéré comme une fatalité et que l'on rend les marins responsables de ça, n'était pas du tout une fatalité, puisqu'à bord des goélettes américaines et anglaises, ceux qui vont faire des inspections de différentes flottilles, justement l'assistance à la grande pêche organisée par la marine, et la marine nationale après, constatent et dénoncent le fait qu'à bord des armements français, il y a comme ça cette hygiène absolument lamentable, alors que sur les goélettes et sur les navires armés par les États-Unis, qui viennent aussi sur les grands bancs, ou par les Anglais, eh bien, les conditions de vie sont tout à fait différentes. Et ils font cette comparaison et ils réclament effectivement qu'il y ait une limitation de la distribution d'alcool à bord des goélettes. Il va y avoir des essais de demande. Et bien entendu, je ne vous fais pas de dessin, forcément, il n'y aura aucun résultat quant à la distribution de l'alcool. La distribution de l'alcool est très importante en quantité. Et en même temps, non seulement en quantité, mais ils ne boivent pas des bons petits schnapps alsaciens, ils boivent de l'alcool, effectivement, à 90, plus ou moins coupé d'eau. Donc les conditions de vie, les conditions de nourriture, donc on mange principalement du poisson. Les biscuits, les fameux biscuits de marins sont embarqués en masse et servent effectivement de complément de farineux. Parce que je vous dis, la farine ne peut pas rester très longtemps, elle n'est pas conservable. Les escales, beaucoup de gens regrettent qu'il n'y ait pas d'escale, car en fait, la Terre-Neuve, qui est quand même pas très loin, Terre-Neuve les Terre-Neuviens fabriquaient une boisson tout à fait extraordinaire qui s'appelle la bière de Spruce. Je ne sais pas que ceux qui étaient à Saint-Pierre-et-Miquelon en ont bu, mais c'était une pratique. On fait bouillir des branchettes de spruce, qui est un petit épineux. Tu en as bu? Et c'est bon d'ailleurs. Hein. Et donc il y a des écrivains comme ça qui disent pourquoi est-ce qu'on n'achète pas de la bière de Spruce? Parce que ça au moins c'est bon, c'est sain, c'est issu d'un végétal, etc., etc. Mais il y avait certaines goélettes, hein. Il faut tout à fait nuancer aussi. Sur certaines goélettes, il va y avoir certaines goélettes qui vont faire des escales à Saint-Pierre, qui vont faire de l'avitaillement. Il faut toujours un peu nuancer. Donc, les conditions de vie à bord, d'alimentation, il y a même un écrivain qui explique que les biscuits sont souvent atteints par de la vermine, mais que ce n'est pas grave parce que ce n'est pas mauvais pour les boyaux. Et que non, ce n'est pas nocif. Il ne plaisante pas, il écrit ça en toutes lettres. Donc, le deuxième grand l'aspect des conditions, c'est effectivement les conditions de travail. On va le revoir plutôt avec les photos. Pourquoi les conditions de travail sont spécialement dures? Je vous disais tout à l'heure, l'emploi du temps dans une journée est tout à fait, surchargé de travail, d'un travail pénible. Mais, disons d'abord, les conditions de vie sur les bancs de Terre-Neuve. De grandes raisons, le climat. Cette zone maritime qui est une zone quand même très agitée, c'est l'Atlantique Nord. Conditions climatiques, le froid. Et cet aspect tout à fait, qui dure pendant très très longtemps, aussi bien à Saint-Pierre d'ailleurs sur les grands bancs, hein, les périodes de brume étaient des périodes souvent très longues, eh bien c'est la brume. Et pourquoi? Parce que comme les bateaux s'éloignent de la goélette, les doris, eh bien ils ne peuvent pas retrouver effectivement
la goélette, et donc ils restent sur zone de pêche et sans pouvoir retrouver leur goélette et revenir à bord des goélettes. Et donc ils sont souvent très noyés, très souvent. Ce n'est pas uniquement la tempête, c'est aussi la brume parce qu'ils sont perdus. En outre, c'est une zone il va y avoir des essais de règlement pour essayer d'empêcher les grands navires transatlantiques de prendre la route des Grands Bancs pour passer de l'Europe vers le golfe Saint-Laurent et le fleuve Saint-Laurent, et aussi les USA. Et donc, il va y avoir des essais de règlement auprès des pouvoirs publics pour essayer de demander des congrès maritimes, les différents membres des corporations, même d'armateurs, quand même, les armateurs vont essayer de demander à ce que les compagnies transatlantiques ne passent plus au sud, ou complètement, s'ils vont vers le fleuve Saint-Laurent, par le détroit de Belle-Île pour atteindre le fleuve Saint-Laurent, car forcément, un Doris dans la brume, tout navire transatlantique, même de cette époque-là, ce qui est moins gros que ceux qui vont être plus tard, eh bien, ont massacré certainement énormément, bien sûr, de Doris. Les conditions de navigation, est-ce que chaque Doris a une boussole? Non, bien entendu, ils n'en ont pas. On va les accuser d'être négligents parce qu'ils ont oublié d'emporter du biscuit, ils ont oublié d'emporter leur boussole. Bon, donc il y a toujours une responsabilité qui va être donnée souvent aux marins pêcheurs. Les accidents, c'est une autre chose, c'est donc tout le problème de la santé. On va essayer d'obliger les armateurs à embaucher un médecin, et pour d'une part, à engager des gens qui sont censés avoir passé une visite médicale avant d'embarquer, car c'est vrai que pour aller à la pêche à Terre-Neuve, il faudrait embarquer plutôt des gens en bonne santé. Donc il y a des essais de visite médicale, et les armateurs vont s'y plier souvent, car quand sur place, effectivement, les marins sont malades, il y a toujours cette volonté de ne pas vouloir faire d'escale. Et quand même, quand on embarque un marin qui est tuberculeux, ce n'est pas les conditions climatiques de Terre-Neuve qui vont améliorer la situation. En plus, il y a le problème d'épidémie et de contagion. Mais par contre, il va y avoir un refus total de payer un médecin à bord, alors qu'il va y avoir des règlements qui vont imposer l'embarquement d'un médecin à partir du moment où l'équipage dépasse 30, et ils vont se débrouiller, même s'il y a 35 hommes, pour ne pas embarquer. Donc par contre, il y a une petite mallette avec un peu de médicaments et différents éléments pour pouvoir soigner. Les accidents sont très très nombreux. Les accidents, bien entendu, entre les hameçons, les membres cassés, etc. Mais le nombre de morts à bord d'un bateau par accident, ils sont très nombreux. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Il y a aussi ceux qui vont être dus à la violence, bien entendu, qui a lieu sur les bateaux. La violence est très grande, elle est très dénoncée, bien entendu, par ses auteurs. Les responsables, vous vous en doutez, c'est effectivement les marins-pêcheurs, parce que c'est vrai que c'est entre eux qu'ils sont violents, et que c'est entre eux qu'il y a de fortes batailles. J'ai rencontré, quand j'étais aux îles de la Madeleine, à ce moment-là, c'était quand même dans les années 69, un patron pêcheur de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-Armée, bien sûr, à Terre-Neuve, eh bien, qui était venu faire des essais de pêche pour le gouvernement québécois, pour le service des pêcheries québécoises, que j'ai rencontré parce que j'étais là depuis pas mal de mois. Et j'ai discuté avec lui, et je me suis dit, tiens, il va me raconter, et je lui ai demandé de me raconter effectivement la grande pêche. Il m'a raconté un peu sa vie et comment il a été embarqué, mousse, bien entendu. Et la vie des mousses à bord, il a vu très peu. Il m'a expliqué que son père l'avait fait embarquer par un armateur voisin en lui disant « il faut mater mon fils ». Donc il m'a expliqué comment il avait été maté effectivement par ce commandant, ce capitaine, qui lui avait quand même dit à la fin que c'était son père qui lui avait dit de le mater, tout en lui disant que maintenant il ne le materait plus parce qu'effectivement c'était un mousse qui travaillait bien. Et il me dit non, je ne raconterai pas. Il me dit la violence était telle que effectivement
c'est un peu inracontable. Puis la vie est inracontable. Et il me racontait la seule chose qu'il m'a dit, c'est que bien souvent, effectivement, il y a des risques qui se terminaient par la mort des gens. Et ça, par contre, on peut le savoir, car j'ai un collègue qui a travaillé sur les procès, car les familles vont avoir le courage, quand effectivement leur marin ne revient pas, les membres de la famille ne reviennent pas de la grande pêche, et qu'ils savent bien entendu qu'il y a eu mort, et qu'une mort, c'est une mort qui a été due à soit il a été massacré par les autres, etc., ou par un capitaine et tout. Et il va y avoir énormément de procès. Et il y a des procès contre les capitaines, il y a des procès contre les armements pour ces violences, et donc il y aurait une possibilité, effectivement, d'aller jusqu'au bout de ce genre d'études. Et donc ça, on le sait. Et les morts, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, c'était un problème. Quand on ne veut pas faire d'escale, eh bien, qu'est-ce qu'on fait des morts? Il y a une circulaire qui explique qu'il ne faut pas mettre les morts dans le sel avec les morues. Car des capitaines avaient pris l'habitude de ramener les morts quand ils voulaient bien les ramener. Ceux qui avaient été souvent tués par les petits camarades, on ne les ramenait pas. Mais ils les ramenaient dans le sel, comme les morues. Et par contre, forcément, ça ne faisait pas très très bien pour les morues. Et donc il va y avoir un règlement qui va empêcher, ce qui fait que c'était à la limite beaucoup plus facile, parce que du coup ils étaient immergés et on ne savait pas pourquoi ils étaient morts. Donc les maladies sont nombreuses, et donc quand je parle de violence, on voit tout de suite effectivement que ces conditions vont entraîner cette violence, et que donc entre eux, les marins-pêcheurs, eh bien effectivement sont durs, et même très très durs. On dit toujours qu'ils sont spécialement durs avec les mousses, c'est parfaitement vrai, mais ils sont durs aussi entre eux. Et les capitaines ne sont pas, ils sont souvent, car le capitaine va souvent être accusé d'être en fait l'agent de l'armement, et le capitaine souvent sont spécialement durs, comme je vous parlais du père de M. Battel, qui était un pêcheur boulonnais. Donc les grandes, qu'est-ce qui est meurtrier? Donc ce ne sont pas ces mauvaises conditions de travail, on va le voir sur les bateaux, ce n'est pas les capitaines qui ne connaissent pas bien non plus la navigation, même s'ils sont associés à quelqu'un d'autre. Il y a souvent aussi la construction des goélettes qui n'est pas toujours parfaite. Il va y avoir, moi je connaissais l'exemple pour l'Islande, parce que j'ai travaillé sur une goélette en Islande, où la construction du bateau les constructions étaient mauvaises, elles avaient toutes les mêmes défauts, et vous avez 5 goélettes du même armement, eh bien, qui vont être noyées, parce que uniquement le gouvernail avait une malfaçon, disons, à l'échelle, au niveau du safran. Et donc 5 goélettes comme ça d'Islande ont été noyées, coulées. Donc ce sont des conditions techniques qui vont rendre la vie effectivement dangereuse. Et bien dans les livres, ce n'est pas du tout ça. Comme écrit celui-ci, de Marthe, toujours le même, il y a des années plus meurtrières. La flottille de nos Terre-Neuve perdit 60 hommes. Bon. Donc c'est du global. On voit que les hommes n'ont même pas le droit d'être morts, quoi. Partout, les coups de vent creusent des tombes. La brume tisse des suaires, et les doris sont les cercueils flottants. Le vent cingle, le froid mord, la brume aveugle, la pluie glace, les rafales de poudre aveuglent, percent la peau. Ils vont toujours, car dans leur métier, pour faire toute sa tâche, il faut être héroïque, et ils sont presque toujours naturellement tels. Ça, c'est quand même Berthaud, qui lui garde aussi ce style, qui est un style que l'on retrouve beaucoup. En fait, effectivement, les conditions de santé étant très mauvaises, les gens sont quand même très fragilisés. Vous savez très bien que la nourriture, de l'alcool n'est pas quelque chose de très enrichissant au point de vue physiologique, etc. Une autre raison aussi pour ces accidents, c'est, je vous disais tout à l'heure, l'insouciance et l'imprudence des marins. Je ne sais pas quelle heure il est, il ne faut pas que je me... Quelle heure il est, ça va ? 25. Donc il y a encore une demi-heure, c'est ça? Je ne me rends pas du tout compte. Ah non, au moins, oui. Donc les conditions, oui, je vais passer après les images. Les conditions de vie, bon, on en reparlera après. L'autre problème qui est bien entendu important, qui est celui qu'on va retrouver, j'allais dire, dans d'autres flottilles, eh bien, c'est la rémunération. Les rémunérations sont des rémunérations à la part.
Comment? Ah oui, pardon. Les rémunérations sont des rémunérations à la part. Et dans toute la pêche, dans toute la grande pêche, pour toute la grande pêche à Terre-Neuve comme en Islande, les armements vont donner aux marins-pêcheurs des avances pour permettre aux familles de vivre et aux marins-pêcheurs de se gréer, d'acheter des vêtements, etc., etc. Et ces avances, en fait, la plupart du temps, elles vont être après la pêche, elles vont être déduites, bien entendu, de la rémunération qui revient aux pêcheurs. La rémunération à la part, vous la connaissez, c'est le même type de rémunération qui est à la part sur une grande partie de la flottille de pêche artisanale en France, sauf que celle-ci est spécialement, j'allais dire, pénalise spécialement les marins-pêcheurs, car il y a ce problème des avances qui va être déduite, et ce qui veut dire que si la pêche n'est pas très très bonne, eh bien les avances qui vont être déduites à l'arrivée et au retour, eh bien, vont faire que les marins-pêcheurs ne recevront absolument aucune rémunération. Et les rémunérations, on en reviendra, c'est quelque chose d'assez compliqué, mais c'est le même système que nos rémunérations à la part sur les armements de pêche artisanale. Sauf qu'il y a ce problème des avances qui est très important. De ce fait, les pêcheurs. Et ils considèrent, ils justifient bien entendu cette rémunération à la part en disant il faut bien les faire travailler parce que si on ne les intéresse pas, effectivement, ils ne vont rien faire. Et c'était vrai que c'était une chose. Quand dans une campagne, la première campagne était très mauvaise, eh bien, les marins-pêcheurs savaient pertinemment que, comme de toute façon la première campagne avait été très mauvaise, les premiers mois, et ils savaient que leurs avances, de toute façon, étaient coulées dans cette mauvaise pêche, eh bien, les mois suivants, c'est vrai qu'ils avaient beaucoup moins le goût à travailler, car ils savaient que de toute façon, ils travaillaient absolument pour rien, uniquement pour l'armement. Donc, les rémunérations, il va y avoir aussi des défenses. On va essayer de changer les types de rémunération, parce qu'à la part, c'était au tiers, au cinquième, selon la part qui est donnée à l'armement. Bien sûr, les parts, il y a les frais communs qui sont aussi prélevés, et de toute façon, la rémunération n'est donnée, là on est dans un système de troc, qu'après que les morues et que le poisson aient été vendus. Donc vous voyez, ce sont des conditions qui sont des conditions difficiles. Pourquoi elles vont changer? Elles vont changer le jour où, contrairement à ce que pensent certains corps, j'allais dire, elles vont changer quand il va y avoir effectivement la pêche chalutière. La pêche chalutière va être très condamnée par les pouvoirs religieux qui voient là effectivement une organisation, parce que l'organisation de la pêche à bord des chalutiers va être une organisation totalement différente que celle à bord des goélettes, où il y a effectivement des relations de soumission complètes entre les armateurs, les capitaines, les équipages. On est dans un système social tout à fait on ne peut même pas dire de clientélisme, c'est pire, c'est de rapport effectivement de soumission de l'un à l'autre en échelle. Alors qu'à bord d'un chalutier, les chalutiers vont commencer le premier armement dans les années 6 à Boulogne, et bien en même temps nous avons un contexte social et politique tout à fait différent. C'est le début du XXe siècle, le début aussi des mouvements sociaux, le début de l'apparition des syndicats, etc. Et donc il va y avoir une organisation à bord des chalutiers qui va être une organisation sociale totalement différente, avec une rémunération qui était déjà un petit peu appliquée à bord de certaines goélettes, qui est une rémunération mensuelle, qui va complètement modifier les rapports. Aussi, le travail à bord d'un chalutier est un travail qui va être certainement un travail tout à fait tuant selon certains souvenirs, certains récits qui sont donnés, bien entendu, mais les marins reconnaissent qu'à bord d'un chalutier, cela n'a rien à voir, bien sûr, à bord d'une goélette. On va passer les petites images. Donc, les petites images. Pourquoi ça ne marche pas? Ah non, c'est dans l'autre sens, excusez-moi. Donc là, vous voyez, il mettait 15 jours pour aller à Saint-Pierre. Vous voyez Terre-Neuve sur la gauche, bien sûr. Donc 10 à 15 jours à la voile. Alors c'est dans l'autre sens. Donc le golfe Saint-Laurent, les îles de la Madeleine dont je vous parlais tout à l'heure, tout à fait au milieu, et puis la Saint-Pierre-et-Miquelon au bout de la péninsule. Pardon. Donc les grands bains au sud de Terre-Neuve, c'est pas bien? Ah ouais.
Vous voyez toute cette zone de Grand Banc, à l'est de Terre-Neuve, et donc qui étaient effectivement des routes, vous voyez, pour aller en Nouvelle-Écosse, les routes des transatlantiques, et aussi pour entrer dans le golfe Saint-Laurent. Terre-Neuve, avec les Grands Bancs encore. Saint-Pierre-et-Miquelon, cher à plusieurs d'entre nous, n'est-ce pas? Hein? Saint-Pierre-et-Miquelon, donc, récupéré par la France en 1815, devient une grande sécherie post-avancée pour la grande pêche. C'est-à-dire qu'en fait, les goélettes vont hiverner à Saint-Pierre. Les hommes vont hiverner à Saint-Pierre. Il y a une population locale qui s'installe dès 1815. Cette population locale deviennent des pêcheurs côtiers. Et par contre, les armements qui s'installent à Saint-Pierre, comme un poste avancé en Nord-Écosse, pour les chalutiers, ils transforment Saint-Pierre pour leurs intérêts, avec des artisanats, avec tout ce qu'il faut pour faire hiverner des goélettes et pour faire hiverner des hommes. Près de 1000 hommes peuvent hiverner à Saint-Pierre à une certaine époque, au XIXe siècle. Nous sommes au XIXe siècle. Et par contre, l'ensemble du littoral saint-pierrais et de Miquelon, et surtout Saint-Pierre et l'îlot marin, l'île en face, va être transformé en sécherie, car les goélettes vont venir une fois, il y aura une escale, mais quelquefois les bateaux viennent chercher à leur bord les morues salées pour les faire sécher. Vous avez deux types de transformation de la morue, soit la morue salée séchée. Mais la morue salée va être aussi débarquée en partie à Saint-Pierre, emportée immédiatement en métropole par des bateaux qu'on appelait les galopeurs à la fin de la campagne. Et par contre, une partie va être débarquée et séchée, on va le voir, de façon totalement artisanale par les pauvres graviers. Donc, voilà des icebergs, c'est des images, des jolis icebergs. Voilà une goélette qui sort donc du port de Saint-Malo, sous voile, un 3-mâts goélette. Vous voyez que ce sont des grands bateaux. Ici, c'est la bénédiction des flottilles. En fait, ça, c'est par l'évêque de Saint-Malo. Car il y a bien entendu, l'Église catholique va protéger certainement les armements, et ce n'est pas certainement, ainsi que certains, bien entendu, pouvoirs politiques locaux pour effectivement le bienfait d'un secteur économique qui est effectivement très enrichissant. Ça, c'est pendant la bénédiction à Saint-Malo. Une goélette à hunier, qui est un autre type de goélette, un petit peu plus petit, aussi en départ, et là de Fécamp. Ça, c'est la même chose. Donc, l'embarquement des fameuses paillasses dont je vous parlais tout à l'heure, dont je vous donnais une petite description. Donc là, ici, vous êtes déjà sur un... C'est un bateau qui va assister, en fait, et qui va partir simplement transporter les marins vers, effectivement, Saint-Pierre. Là, ce n'est pas un chalutier, ni une goélette. Donc, le travail à bord d'une goélette, vous voyez les doris empilés et les pêcheurs qui sont donc les marins, qui là travaillent la morue. C'est-à-dire que quand ils ont été retirés sur les palangres qui sont embarqués avec la morue, eh bien, à bord de la goélette, pendant plusieurs heures, donc c'est en fin d'après-midi, quand ils rentrent d'avoir levé leur palangre, eh bien, ils ont le travail de la morue. Le travail de la morue est un travail très long, car il faut vider les morues, piquer, les trancher, c'est-à-dire les ouvrir, enlever, comme vous le savez, l'arête du milieu, ce que vous connaissez par la morue salée sèche ou salée, les téter, enlever la tête, bien la laver, bien la nettoyer, et après, on la jette dans la cale. Et l'un des postes les plus importants sur ces goélettes, c'était le saleur, car bien entendu, de la réussite d'une campagne, c'est le fameux salage. Pour ceux qui salent eux-mêmes leur morue, ils savent effectivement que c'est le salage qui est important. Donc c'est un travail qui est fait par tout l'équipage pendant plusieurs heures. Et juste après, donc la fin de l'après-midi, ils ont effectivement, ça dure jusqu'à la fin de l'après-midi. Et ensuite, le lendemain matin, ils boitent d'abord leur ligne aussi.
Donc voilà les fameuses bannettes. Ça, c'est une photo. Ce sont des photos qui ont été faites par les bateaux d'assistance à la grande pêche, qui font des photos et qui après les ont effectivement un petit peu diffusées. Voilà le boitage d'une palangre avec effectivement ici c'est des bulots. Ils ont des espèces, donc vous voyez les mânes avec les grandes palangres sur la gauche. Les cabanes sur le French Shore. Le French Shore était la côte sud de Terre-Neuve et la côte ouest de Terre-Neuve était occupée par les Français. Et la pêche à la côte a été pratiquée jusqu'à... la France a abandonné le French Shore en 1904. D'ailleurs, il n'y avait plus que les Saint-Pierret qui allaient un peu sur le French Shore. Les armements métropolitains n'y allaient plus. Là, c'est une gravure. Et il y avait des constructions comme ça qui sont en fait des cabanes pour faire tout le travail de la morue qui se faisait à terre. Tout le salage, le nettoyage des morues se faisait à terre. Et ce qu'on appelle des cabanes ou des chafauds, on va voir. Ici, voilà l'intérieur d'un chafaud. On appelait ça ou des chafauds, des habitations à Saint-Pierre. Et donc, c'est des grandes maisons dans lesquelles on va saler, nettoyer. Donc, en fait, c'était un autre type de pêche, pas à bord des goélettes, pas à bord des doris. C'était des bateaux un peu plus grands et chacun, c'était un peu comme une pêche côtière. Toujours à bord d'une goélette, donc des enfants. 2 enfants et à gauche, donc un marin, on voit les mains d'un marin qui est en train effectivement d'enlever l'arête du milieu, donc un doris en mer. Voilà donc typiquement le lieu de travail, le lieu de vie de cet équipage. Et ils partent, donc ils s'éloignent des goélettes pour aller sur les fonds où ils ont posé leur palangre. Ils sont 2, ce qu'on appelle un avant de doris et un patron de doris. Le patron de doris va être mieux payé que l'avant de doris. L'avant de doris, c'est lui qui se tape souvent toute la... Et cette expression était restée à Saint-Pierre. Pour les doris, on parlait d'un avant de doris, du marin, qui est, mais simplement cette connotation à Saint-Pierre, quand on parlait d'un avant de doris, c'était un matelot, effectivement, embarqué par un patron. Et ça avait une connotation très qualitative parce que ça voulait dire que c'était quelqu'un qui voulait apprendre le métier. Il regardait les fonds, il regardait la navigation pour apprendre le métier. Là, c'est simplement une distinction entre 2 fonctions à bord du doris. Donc, ça, ce sont des doris qui sont pas très loin de la goélette et qui sont en train de... C'est une collection de l'Institut océanographique de Paris où il y a eu un reportage qui avait été fait par on ne sait pas qui. Et là, ils sont en train de boîter, en fait, de pêcher de la boîte pour appâter les lignes. Donc, ils sont tous ensemble, vous voyez. Là, par contre, ils ont accosté à Terre-Neuve, vous voyez les goélettes au large, et ils sont en train de seiner du hareng ou du caplan pour avoir de la boîte. Vous voyez les doris, ils sont tous à la rame, et vous voyez la Seine au bord de la plage. Les engins de pêche, donc les lignes, et les fameux jiggers, enfin jigger ou faux, le terme français c'est faux, qui est quand il n'y avait pas de boîte, eh bien on pouvait pêcher, mais c'était très très peu pratiqué car en fait c'est pas rentable. Une palangre c'est bien sûr beaucoup plus rentable, c'est-à-dire que là c'est le poisson en plomb qui est bien argenté et bien astiqué qui fait fonction de boîte. Mais la pêche à la faux a été longtemps interdite à Saint-Pierre parce qu'on considère que comme on fauche la mer et qu'on attrape les morues n'importe où et n'importe comment, eh bien, elles sont massacrées, les filets sont massacrés, puisqu'on peut aussi bien l'accrocher par le filet que par la babine, que par la queue. Donc, la pêche à la faux était longtemps interdite, comme la pêche à la palangre aussi était interdite à Saint-Pierre pendant une certaine période. Alors, la cuillère à nocter, c'est très important, car c'est elle, avec ça, que l'on nettoie les morues. Car pour qu'une morue puisse être bien salée et bien se conserver, il faut qu'il ne reste sur la morue ouverte, eh bien, pas une goutte de sang. Car effectivement, c'est le sang qui est porteur, qui pourrait en fait être la source d'une infection et qui va gâcher l'ensemble du saloir. Voilà la rade de Saint-Pierre, avec les goélettes qui sont là, qui hivernent et qui sont, vous voyez, qui sont pas sous voile, mais qui vont se rapprocher parce qu'après, quand elles hivernent, elles se mettent toutes au fond de la rade. Miquelon, sur la plage, donc l'île nord de l'archipel.
Et vous voyez donc là, simplement, c'est la vie à Miquelon au début du siècle. Vous voyez, là, c'était simplement pour donner des petites images de Miquelon. Je ne vais pas dire pour faire plaisir, mais quand même, pour rappeler des bons souvenirs. L'île aux Marins, en face de Saint-Pierre, une île, si vous ne l'avez pas vue sur la carte, une petite île, l'île aux Marins, qui va être en fait occupée par près de 500 personnes au début du XXe. C'est-à-dire que l'ensemble de ces gens qui vont s'installer à l'île aux Marins seront pêcheurs. Car quand ils arrivent, ce sont souvent des hivernants, des pêcheurs à la grande pêche qui hivernaient à Saint-Pierre pour embarquer sur les gaulettes et repartir sur les bancs avec leur capitaine, etc. Une partie de ces jeunes qui venaient à la grande pêche eh bien, vont s'installer à Saint-Pierre. Mais à Saint-Pierre même, il n'y a pas tellement de place. Saint-Pierre est une ville qui était déjà à ce moment-là, le site de Saint-Pierre lui-même très occupé, et ils s'installent à l'île aux Marins. L'île aux Marins est une petite pellicule de terre qui fait 500 mètres sur 250 mètres, et il va y avoir 500 personnes qui vont vivre là, et c'est pour ça qu'on l'appelait l'île aux Marins. Avant, ça s'appelait l'île aux chiens parce qu'il y avait un écueil, mais l'île aux Marins, ils sont tous pêcheurs côtiers. Car ils vont quitter la grande pêche et ils vont devenir ce qu'ont été les Saint-Pierrais, c'est-à-dire des pêcheurs côtiers principalement. Car même si Saint-Pierre arme à la pêche sur les bancs, les armateurs ne sont pas spécialement Saint-Pierrais, ce sont des armateurs métropolitains, en fait, qui laissent leurs goualettes et qui vont armer de Saint-Pierre. Voilà l'île aux Marins, ici avec la pêche côtière. Vous voyez qu'ils font le même travail que de la morue, en fait. Beaucoup plus récent, donc à l'île aux Marins aussi, donc l'installation pour le travail de la morue. Vous voyez les morues et vous voyez la taille des morues. La rade de Saint-Pierre avec les goualettes au mouillage. Donc il y avait énormément de cales, toute la rade, le fond de la rade de Saint-Pierre il y avait des cales qui étaient construites, comme vous voyez, des quais qui étaient construits. Chaque armement possédait son quai, et donc les goualettes vont être organisées autour de chacun des quais. Les quais servaient surtout au moment où il va y avoir des débarquements, l'embarquement des hommes, etc., puisque les goualettes sont regroupées forcément au bout des quais. Pardon. Je vous disais que Saint-Pierre était une sécherie, donc voilà une sécherie, donc ça avant la guerre de 14, séchage de la morue, c'est tout le littoral est artificiellement, disons, aménagé en graves, ce qu'on appelle les graves en sécherie, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui faisaient principalement cet aménagement, en tout cas pour l'île aux Marins, elles le racontaient. Il fallait que cette plage de galets, de gros galets, soit impeccable, car il fallait que entre les galets, il faut que l'air puisse passer pour que la morue salée qui va être posée dessus puisse avoir de l'air par en dessous et par en dessus, que l'air circule en dessous pour que ça sèche bien. Car sécher de la morue à Saint-Pierre-et-Miquelon, quand on sait le nombre de jours de brume qu'il peut y avoir, ou bien même simplement de pluie, effectivement, était quand même une gageure. Et à droite, ce que vous avez la pile, on n'appelle pas ça une pile, ça s'appelait un mouton. Eh bien, le mouton, c'est que tous les soirs, on ne laisse pas bien sûr la morue sécher sur les graves, on va les empiler avec la peau par le dessus, et puis on va recouvrir d'un grand prélat pour que l'humidité ne prenne pas, et surtout si jamais il pleut, qu'il n'y a pas effectivement, que la pluie ne puisse pas toucher le poisson. Et donc tous les soirs, sur ces grandes grèves, donc vous voyez qu'il y avait une très très importante main-d'œuvre. C'était là des gens de Saint-Pierre-et-Miquelon, puisque ce sont des femmes. Et les gamins que vous voyez au fond, ce sont des graviers. La main-d'œuvre n'étant pas assez importante à Saint-Pierre, la population n'était pas très importante, il avait fallu effectivement faire ces graviers. Des vieilles personnes à Saint-Pierre se souvenaient des graviers, et comme disaient les gens, selon une expression souvent employée autrefois, c'était des pauvres martyrs. Effectivement, ils ont été, les descriptions des graviers, quelque chose d'assez dur, car ils étaient très mal nourris, ils étaient très maltraités par les chefs de grave, etc. Ah, je me trompe toujours. Voilà encore une grave, donc cette photo est plus récente. Et ça, c'est l'installation de la grande famille qui possédait, on peut dire, Saint-Pierre-et-Miquelon, la famille Légas, qui était une famille basque. Et donc les graves vont être utilisés pour l'armement à la grande pêche et aussi pour la pêche côtière et la morue pêchée par les Saint-Pierrais eux-mêmes.
Et là, c'est une grave principalement pour l'armement Légas, qui était un armement et métropolitain et Saint-Pierre. Ce qu'il reste des graves aujourd'hui à l'île aux Marins, c'est il y a déjà quelques années. Moi, je ne suis pas retournée à Saint-Pierre depuis longtemps. Toi non plus? Tu n'es pas retournée à Saint-Pierre depuis longtemps. Et à l'île aux Marins, si vous voulez, il y a encore une quinzaine d'années, on voyait les graves. Bien sûr qu'ils ne sont plus du tout utilisés, mais on voyait encore les graves, donc tout ce littoral. Donc un chalutier, qui n'est plus du tout une goélette, et vous constatez tout de suite, bien entendu, une grande différence de mode de vie. La principale, la dureté du métier à bord des chalutiers va être le temps de travail, qui va toujours être dénoncé. Celui à bord des goélettes aussi. Simplement, à bord des goélettes, il y avait ce qu'appelaient les marins les marais de paradis ou les marais de cabane, c'est-à-dire que quand les conditions de la mer étaient quand même beaucoup trop dures, eh bien, effectivement, on ne pouvait pas mettre à l'eau les Doris, vous avez vu. Les Doris, c'est un bateau qui est très navigant, c'est-à-dire qu'il roule et en même temps il tangue. C'est comme une coque de noix sur l'eau, il est très très navigant. Cependant, quand il y a dedans, je veux dire, 50 quintaux de morue, et effectivement, il ne pouvait pas revenir. Et donc, quand la mer était trop forte, les Doris n'allaient pas en pêche. À bord d'un chalutier, ce n'est pas du tout la même chose. Par contre, donc, le temps, en fait, va être, je veux dire, là, les conditions de travail vont être très longues, très dures, parce que le temps de travail est beaucoup plus long qu'à bord, certainement, des goélettes. Là, c'est le débarquement des morues. Donc, vous le voyez d'une goélette à terre, donc les morues sont sèches. Donc, elles arrivent de Saint-Pierre. Il y a pesée des morues à Fécamp. À Saint-Malo, le débarquement. On voit les piles de morues. Un chalutier de Boulogne. Et ça, c'est les deux chalutiers de Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, bien sûr, à partir de 1954, c'est-à-dire très tardivement après la métropole, va armer, en fait, deux armateurs vont armer des chalutiers. Et en même temps, le général de Gaulle va donner, si on peut dire, un chalutier à Saint-Pierre-et-Miquelon. 1954, c'est-à-dire c'est très tard. Il y a eu des essais de pêche chalutière à Saint-Pierre avant la Deuxième Guerre, qui ont souvent été difficiles et des loupages. Mais la pêche se développe principalement en 1954. C'est-à-dire, comme les armateurs métropolitains sont installés à Saint-Pierre-et-Miquelon, ils ne développeront pas, ils ne s'occuperont pas de développer la pêche chalutière à Saint-Pierre. La pêche ne sera qu'une pêche côtière jusqu'en 1954, car ils ne veulent pas de concurrence, bien entendu, avec la pêche métropolitaine qui est développée en France, en métropole, depuis les années 1920. Donc ici, ce sont des caricatures. Je ne sais pas si on peut lire ce qu'il y a en dessous. On peut lire ou pas? Donc ce sont des extraits d'un journal satirique. C'est l'Assiette au beurre. Et c'était un fascicule sur les pêcheurs. Donc je vous les passe en vitesse. Moi, c'est l'armateur, je n'ai encore rien touché de l'assurance. Donc des nouvelles, je n'en ai pas et vous pouvez toujours faire dire des messes. L'Assiette au beurre était un journal satirique, on peut dire entre guillemets de type anarchiste. Je vais essayer de vous le lire. Je ne peux pas me balader avec ce truc. Allons la mer, faut pas vous plaindre. Vous êtes rudement heureuse d'habiter un aussi beau pays. Ne croyez pas que cette plaisanterie soit simplement ancienne. J'ai vu quelqu'un que je ne citerai pas dire à des vieilles personnes qui n'avaient plus d'ascenseur dans un hospice « Ah, mais vous avez le bon air ». Donc, c'est le genre de plaisanterie tout à fait habituel. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas
des conditions de travail qui font que les marins ont des risques et sont noyés, c'est uniquement parce qu'ils sont imprévoyants, parce que la mer, surtout, elle est méchante. Et donc en dessous, il n'y a qu'une seule chose sur laquelle je ne sois pas regardant, c'est l'eau de vie. C'est le meilleur moyen d'avoir une bonne pêche. C'était le meilleur moyen, mais ça a entraîné un alcoolisme. Alors c'est la charité, parce que si vous voulez, c'est vrai que c'est comme dans n'importe quel milieu, vu la misère et les conditions de travail, il va y avoir, je vous le disais, des gens qui vont s'insurger contre ces conditions, qui vont essayer d'appeler et d'en appeler au pouvoir public, au ministère de la Marine, pour changer ces conditions. Il va y avoir sur les horaires de recrutement et sur de recrutement des mousses, sur l'âge des mousses, etc. Par contre, il va y avoir des mouvements charitables qui vont se développer. Et ceci était extrait d'un fascicule qui était distribué à bord d'un grand transat, le Colombie. Encore, c'est pas ancien, enfin, c'est pas ancien pour notre génération, c'est à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Ce fascicule, parce qu'on va à bord de ce transat qui fait les colonies, eh bien, on fait une vente de charité pour les différents mouvements de charité pour la grande pêche. Et donc, vous le voyez, là, c'est la Société de secours aux familles des marins français naufragés. Ces mouvements sont tous catholiques, d'origine catholique. Il y aura aussi des associations des œuvres qui seront aussi, il y a une lutte entre les catholiques et les protestants. Vous voyez, c'était une soirée de gala à bord du paquebot Colombie, au profit des œuvres de mer. 35, vous voyez. La layette transatlantique, c'est vraiment charmant. Voilà la page de couverture de ce catalogue, de ce programme. Une image, simplement une ou deux images pour terminer. Ici, c'est le frigo de Saint-Pierre, qui est peint par un peintre de la marine breton, René-Yves Creston, qui était de Saint-Nazaire et qui est mort dans les années, qui est mort en 1964 et qui avait fait une campagne de pêche et le frigo de Saint-Pierre avait son correspondant qui n'a jamais fonctionné, ils n'ont jamais fonctionné en doublon, qui était le frigo de Lorient. Le grand frigo de Lorient, qui a été construit en 1925, celui-ci en 1922, et avait été construit alors qu'il n'y avait aucune pêche, aucune réfrigération, pas de glace, etc. Et donc il a été absolument construit pour rien, en 1922, pour effectivement faire des réserves de poissons et pour pouvoir développer la pêche et puis le transport du poisson et la transformation du poisson entre Saint-Pierre et Lorient. Et c'est comme ça que vous avez, vous, le grand frigo, mais qui a été construit après. Et donc ce frigo n'a servi à rien pendant des années et des années. Il a été géré par différentes sociétés. Par contre, il a servi abondamment de 22, puisqu'il a été construit en 22, pour la prohibition. Ce commerce illicite des alcools à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était la réserve d'alcool. Voilà trois choses qui ont disparu. Derrière, vous ne savez pas, mais vous savez qu'elle a disparu, c'est la Thalassa, qui est partie à la casse. Milo, surnommé comme sur tous les bateaux fusibles, et une morue qui est quand même de belle taille. Voilà l'archipel. C'est juste, mais je pense qu'il faut que je finisse, je pense. Hein. Non, ça va? Je sais pas, moi je me rends pas compte. Hein. Donc ça, c'est une vue par avion de Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'archipel, pour qu'on se rende compte que c'est que l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça, c'est juste des photos rajoutées. Donc une vue de Saint-Pierre-et-Miquelon récente. Et vous voyez en face l'île aux Marins, cette île qui était habitée par 500 personnes au début du siècle. Voilà, je vous remercie. Merci Aliette. N'hésitez pas, même si on a pris du temps pour l'écouter, vous pouvez encore poser des questions, bien sûr.
Ouais, vas-y. D'où venait le sel pour saler la morue? Bah, ils achetaient en France, mais ils achetaient aussi en Espagne beaucoup. C'était différentes qualités de sel, mais oui, c'était différentes qualités de sel, mais ils l'achetaient pas mal en Espagne. Il y avait une grande production de sel en Espagne, et souvent ils l'achetaient en Espagne, mais aussi en France, dans le Midi. Et ils faisaient venir beaucoup de sel, et c'est comme ça, c'est en possédant le sel d'ailleurs, pour la pêche côtière, parce qu'il fallait du sel aussi pour la pêche côtière à Saint-Pierre, je parle de Saint-Pierre à ce moment-là. Et c'était souvent, par contre, des sels de pas toujours de très belle qualité. Par contre, pour les goélettes, et sur les chalutiers aussi, parce que les chalutiers vont faire de la morue salée aussi à cette époque-là. Hein. Au début du siècle, on est toujours dans la morue salée. Hein. Simplement, sur les goélettes, c'est la morue salée qui n'est pas déposée à Saint-Pierre pour le salage, puisqu'il y a le développement et l'ouverture des grandes sécheries en France. Autour de Bègle, Fécamp et à Saint-Malo, vous avez les sécheries. Surtout Bègle, autour de Bordeaux, c'est la grande période des sécheries autour de Bègle. Pourquoi, dans le cadre du commerce triangulaire, il n'y a pas eu d'esclaves des esclaves? Pourquoi on est passé sur de la population métropolitaine plutôt que d'utiliser des populations africaines? Non, parce que si vous voulez, Saint-Pierre est ce qu'on appelle une des plus vieilles colonies. Ça a été colonisé dès le XVIIe, la fin du XVIIe, et puis il y avait des stations de pêche à Saint-Pierre, ils ont été délogés par les Anglais, etc. Saint-Pierre, il n'y a personne, si vous voulez. Donc il n'y a pas moyen d'emmener, si vous voulez, l'idée d'emmener des gens d'Afrique ou etc. à Saint-Pierre, c'est... Alors les Indiens, ça c'est notre paire de manches. Les Indiens, si vous voulez, c'était le surnom des Miquelonais, des gens qui habitent au nord de l'archipel. Les Indiens ne sont plus, quand il y a encore des petites communautés indiennes à Terre-Neuve, au début du XIXe siècle, qui sont les fameux Béotucs. C'est une communauté indienne, et ils venaient en fait, ils n'ont jamais habité, ils étaient à Terre-Neuve, et ils venaient à Saint-Pierre et à Miquelon avant que les Français ne se réinstallent. Ils y venaient effectivement faire de la pêche et probablement chasser, mais ils venaient simplement de façon totalement saisonnière. Ils viennent, vous avez vu, Terre-Neuve n'est pas loin, ils peuvent venir en bateau, c'est relativement facile. Et puis ils sont venus et les Français installés à Saint-Pierre n'ont aucune idée forcément, c'est de les convertir. Et ils étaient aussi déjà convertis par les gens à Terre-Neuve. Donc ils faisaient des balades, effectivement, un petit peu, mais c'était déjà des communautés très, si vous voulez, très réduites en nombre, et donc il n'y a pas du tout moyen de les transformer en marins-pêcheurs. En plus, ce n'est pas spécialement des marins-pêcheurs, ils faisaient de la pêche pour vivre, mais eux, c'était uniquement pour manger, avec de la chasse. Donc, par contre, ils ont été photographiés abondamment. Il y a plusieurs photos d'Indiens Béotucs, des photos de voyageurs, parce qu'il y a eu beaucoup de voyageurs à Saint-Pierre-et-Miquelon qui, eux, vont décrire Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils vont décrire la vie à Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous avez beaucoup de voyageurs avec des descriptions, mais qui ne vont pas spécialement s'occuper de la grande pêche. Ils parlent des Indiens. Il y a des photos, une photo en particulier, pas tellement, mais bon, que moi j'ai utilisée, qui est tout à fait, bien entendu, scandaleuse, mais totalement commune à toutes les photos des gens, des indigènes, comme on disait. C'est une Indienne qui a un châle sur les épaules, et pour la photo, le voyageur l'a fait se dénuder. Donc elle a les seins elle est toute nue, elle a les seins nus, ce qui est effectivement, vu le climat à Saint-Pierre-et-Miquelon, est tout à fait naturel. Si vous voulez, on voit qu'il a fait exprès, le photographe, de la faire se dénuder, ce qui est effectivement, la photo est totalement... Mais donc non, ils ne vont pas utiliser ils ne vont pas faire venir... Vous savez, eux, ils avaient des esclaves. Hein, je veux dire, vous ne croyez quand même pas que les pêcheurs à Terre-Neuve, c'était autre chose que des gens qui sont quand même esclavisés. Enfin, c'est comme des esclaves, si vous voulez, ils sont totalement soumis. On raconte qu'ils sont très contents. Gobineau, qui a fait un voyage, lui, par contre, par une Terre-Neuve, il raconte comment les pêcheurs retournent... Moi, je suis de la région de la vallée de la Rance, je peux vous dire, et les mémoires racontées par Berthaud et tous ces gens-là, si vous voulez, ou par même des anciens, quand même, ils ont raconté, etc., eh bien, c'est comme ici, sur la côte ou dans les campagnes. Est-ce que vous croyez vraiment que les gens allaient à la pêche? Oui, ils n'allaient pas pour le plaisir et pour aller s'amuser. Ils allaient parce qu'il n'y avait absolument pas d'autre travail. Et d'ailleurs, quand la pêche chalutière se développe, eh bien,
qui est très critiqué, je vous le disais, en particulier par le père qui allait sur les bancs, etc., et puis par les syndicats qui se montent, les syndicats catholiques qui se développent dans la région de Saint-Malo. Très critiqué parce que l'organisation à bord des chalutiers, je vous disais tout à l'heure, est très, très différente. Et parce que justement, ce rapport de soumission qui est entre les armements, le capitaine et l'équipage et la population locale, les familles, cette charité, si vous voulez, qui est vraiment de la charité, j'allais dire, un peu catastrophique, eh bien, si vous voulez, va être rompue à partir du début du 19e, où il y a effectivement des mouvements sociaux qui se développent. Et il y a des défenses des marins-pêcheurs, ils s'organisent, ils s'éduquent plus, ils sont éduqués pas uniquement par les mouvements religieux, mais justement ils vont être éduqués aussi et puis pris en charge par le début des mouvements sociaux. On a le socialisme qui se développe en France au début du siècle et très rapidement vous avez des municipalités littorales qui vont être détenues, comme l'explique aussi très bien François Chappé pour Paimpol, qui vont être détenus très rapidement par des socialistes. Et donc là, la transformation, elle est très importante. C'est bien pour ça que les mouvements catholiques, ces mouvements de charité, etc., ne supportent pas du tout la vie et condamnent violemment la vie à bord des chalutiers, en disant mais c'est scandaleux, c'est pire que les ouvriers. Puisque le grand modèle et le mauvais modèle, c'est la vie ouvrière. C'est-à-dire qu'il y avait une bénédiction de Bretonne sur ce système. Ah bah oui. Ah bah oui. Bah, si vous voulez, c'est... Oui, c'était les hommes politiques, si vous voulez, les notables. Et alors en plus, ce qui était assez étonnant, c'est que la bénédiction, vous avez les marins-pêcheurs, on les voit sur les bateaux, alors qu'en fait, les marins-pêcheurs, je pense de la région, la seule région que je connais le mieux, la région de la vallée de la Rance, eh bien, si vous voulez, eux, la bénédiction, j'allais dire, ils y allaient parce qu'on les obligeait à être à bord des goélettes à ce moment-là, mais eux, ils avaient leur propre religion. C'est-à-dire qu'ils avaient leur propre chapelle, ils avaient leur propre lieu de culte, vous voyez, et quand ils avaient envie de, je sais pas, de pratiquer ou simplement d'une reconnaissance, bon, tous ces rituels avec les ex-voto, toutes ces choses-là, vous aviez des chapelles où ils avaient chacun dans leur localité. Vous voyez toute la vallée de la Rance, Cancale avait la chapelle pour la pêche et la grande pêche. Donc ils avaient leur propre pratique à eux, si vous voulez, et la bénédiction, c'était bien celle des armateurs. Hein. Mais eux, ils avaient leur propre pratique. Donc, les œuvres de mer, c'est pareil, ils embarquaient à bord. Il y avait toujours, bien entendu, c'était organisé par l'Église catholique ou l'Église protestante, et il y avait à bord des représentants de l'Église. Mais les marins-pêcheurs, si vous voulez, dans une tradition, eh bien, les hommes d'Église sont totalement interdits à bord d'un bateau de pêche. C'est comme le lapin. Oui, c'est comme le lapin, parce qu'il est infertile. Le lapin, il est trop fertile, mais le curé, il est infertile. C'est comme les femmes qui ont leurs choses. Ouais. Les femmes qui ont leurs choses, elles sont infertiles, et donc sont interdites sur un bateau. J'avais posé la question à un pêcheur à Saint-Pierre-et-Miquelon, ouais. Comme je le connaissais très bien, je me suis permis de lui poser la question. Comment on faisait sur un bateau, hein, quand on embarquait des femmes sur la navette qui faisait, qui faisait Saint-Pierre et l'îlot marin. Il m'a dit, oh, c'est pas grave, elle sait qu'elle a ses choses. Bon, elle s'éloigne de la boussole. Elle va à l'autre bout du Doris. Comme souvent les boussoles, elles étaient dans un seau en fer pour ne pas être humides. De toute façon, elle craignait rien, la pauvre boussole. Il y avait des rivalités entre marins normands et marins... Ah oui, bah là, la rivalité, j'en ai pas parlé au début parce que c'est vrai que j'ai tellement de choses à raconter. La concurrence a été très très importante et d'ailleurs les armements sont très concurrentiels entre les Bretons, principalement Saint-Malo et Fécamp et Granville. Mais entre Saint-Malo et Granville, ça va être très très costaud. Et effectivement, ils vont se faire... Et il va y avoir une concurrence pour le commerce de la morue, bien sûr, et une concurrence aussi pour les équipages, car les Normands vont être obligés par moment de venir recruter en Bretagne, parce qu'il n'y avait pas assez, si vous voulez... Le recrutement pouvait se faire parce que, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une main-d'œuvre très importante. Vous avez des grosses familles
Et vous savez ce que c'est que les terres en Bretagne, la tenure foncière, les terres sont possédées, les terres ne sont pas, il n'y a pas de petits propriétaires, en fait, et donc, si vous voulez, la misère terrienne, elle est importante. Donc les gens vont s'engager à la grande pêche. Quand autrefois on disait à un gamin, c'est des anciens instituts qui vous disent ça, quand on disait à un gamin tu réussis pas à l'école, tu vas être mousse à Terre-Neuve. Bon, c'était quand même justement pas la panacée du tout, du tout. Donc la rivalité était importante, et surtout la rivalité au point de vue, effectivement, du commerce de la morue. Les sécheries, le sel, toutes ces choses-là. Très grande concurrence. Ouais. Et concurrence entre les pays aussi. Entre l'Angleterre et la France, grande concurrence pour ce qui est de la pêche à la grande pêche sur les bancs de Terre-Neuve. Bien sûr, une concurrence. Le marché de la morue est un marché qui rapporte beaucoup à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et puis après, bon, c'est les chalutiers. Entre les chalutiers, c'est exactement la même chose. Entre les armements ou chalutiers, vous avez la même concurrence, forcément. C'est un commerce qui est un commerce européen. Parce que la morue n'est pas vendue qu'en France, elle est vendue en Italie, elle est vendue en Espagne, elle est vendue un peu partout. Ça, c'est comme les sardines à l'huile, ça s'en va partout. Bonjour, en 64 j'étais sur les bancs de Terre-Neuve, sur un bateau d'assistance, on voyait encore des goélettes portugaises. Ah oui. Est-ce qu'on connaît la fin des dernières goélettes françaises? À quelle période? Quelle époque? Ah, la dernière, c'est vrai que Comment? 1930 ouais. La dernière. Oui, le Marité. C'est Fécamp? Fécamp. Vous voyez, le monsieur, il connaît mieux que moi, c'est 1930. À Saint-Pierre, au début, dans les années après la guerre, vous aviez des flottilles, c'était les Portugais principalement, qui venaient sur les grands bancs de Terre-Neuve, et ils avaient des bateaux, ça c'est un petit peu à côté, un peu à part, ils avaient des bateaux qui étaient des bons chalutiers, si vous voulez, mais quand même vieux, eh bien, eux, ils vont reprendre la technique de l'hivernage et ils hivernaient à Saint-Pierre. Et vous avez la rade de Saint-Pierre qui était envahie par une trentaine de chalutiers portugais parce qu'ils n'avaient pas les moyens de retourner chez eux. Et donc, ils restaient là, un hiver. Et je sais que les Saint-Pierrais aimaient beaucoup cette flottille portugaise avec qui ils ont effectivement... les gens descendaient à terre et ils les considéraient, parce que les Saint-Pierrais ont toujours considéré qu'il y en avait qui étaient plus malheureux qu'eux, c'était principalement les équipages portugais, car ils trouvaient que c'était quand même misérable de vivre à bord de chalutiers pendant un hiver entier. Les conditions ne devaient quand même pas être effectivement royales. Et puis pour eux, les gens qui étaient plus malheureux, c'était les Terre-Neuviens. Parce que les Terre-Neuviens n'avaient pas, dans les périodes plus récentes, si vous voulez, les mêmes conditions d'assurance et puis de sauvegarde, etc., que les Français qui étaient les Saint-Pierrais. Donc pour eux, et puis alors la pire des choses, c'était effectivement les graviers, parce que les graviers, ils les voyaient vraiment de près. Monsieur. Les Doris restaient combien de temps en mer pour pêcher? Les Doris, ils partaient, si vous voulez, le système, c'était sur une journée. La journée de travail était de combien de temps par Doris? Mais si vous voulez, cela dépendait un petit peu de ce qu'ils pêchaient. Pardon? Oui, c'était variable parce que ça dépendait, si vous voulez, le matin, ils partaient, si vous voulez, absolument au jour, au début du jour, même pas. Ils partaient, la trentaine de Doris, ils partent dans tous les sens autour, mais c'était très organisé. Ils partaient pour mouiller les palangres. Et donc, avant, ils les avaient boîtés, et ils partent pour les mouiller, ils les mouillent. Et souvent, ils avaient quand même, plus l'aire de pêche va s'éloigner, parce que d'abord, ils sont proches de la goélette, ils sont sur des fonds, et peu à peu, ils vont s'écarter des goélettes, parce que les premiers fonds, si vous voulez, sont complètement ce qu'ils appellent, il y a vraiment ce qu'appelaient les Saint-Pierrais, ils disaient faire, ils faisaient du garde-manger un peu pour les morues, ils croyaient que la boîte qui tombait au fond servait de garde-manger et que la morue allait venir, mais en même temps, ça souillait aussi les fonds, car ils rejettent à la mer tous les déchets de morue. Et donc, autour de la goélette, vous avez des fonds qui sont peu à peu quand même très... Et donc, ils vont s'écarter et aller... surtout que c'est des palangres. Les palangres, c'est posé au fond. Et donc,
ils vont... Oui, ça pas obligatoirement. Je suis d'accord, il y a toutes les sortes de palanques. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui proteste sur les palanques. Mais les palanques, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Les mettre en l'air ou pas. Enfin bref. Et donc, si vous voulez, ça commence du matin de très bonne heure et ils terminent... ils ont plein... Et l'après-midi, après, ils posent les palanques. Et en fin d'après-midi, ils vont relever les palanques. Et quand ils reviennent, eh bien, il faut qu'ils travaillent la morue. Donc, vous avez des journées, mais selon ce qu'ils ont pêché... Selon ce qui a été pêché par tous les doristes, à bord de la goélette, vous avez 200 kg de morue, ou vous en avez beaucoup plus, vous en avez moins. Donc, si vous voulez, c'est... Par contre, vous pouvez vous dire que ce sont des gens qui vont travailler toute la journée, mais il y a aussi ce qu'ils appelaient ces marais de cabane ou marais de paradis, où ils ne vont pas aller parce que si la mer est trop mauvaise, et la houle, Atlantique Nord, vous savez ce que c'est, quand la houle se forme, c'est sûr que malgré tout, il y a des périodes où les doristes ne peuvent pas être mis à l'eau et ne peuvent pas pêcher. Donc les heures, on peut... Vous savez, ça c'est la pêche, jamais j'ai vu... on ne peut pas jamais parler d'horaire ni d'heure, parce que la pêche, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'horaire. Comme on dit, c'est le poisson qui commande. Mais simplement, il ne chômait pas, quoi. Et puis, oui, ça, on s'en arrête. Je vous propose de s'arrêter là. Merci Aliette. Et puis bonne soirée à tous. Merci.